Chapitre 3. Magellan se libère. Les âges héroïques ne sont jamais sentimentaux. Ces hardis conquistadors qui ont donné des mondes entiers à l'Espagne et au Portugal sont mal récompensés par leur roi. Colomb rentre à Séville dans les fers, Cortés tombe en disgrâce, Pizarro est assassiné. Núñez de Balboa, qui découvrit l'océan Pacifique, est décapité. Camoens, le poète guerrier du Portugal, passe, comme Cervantes, des mois et des années dans un cachot infâme. Monstrueuse ingratitude de l'époque des découvertes. Ces invalides et ces mendiants qui errent à travers les rues de Cadix et de Séville, rongés par la vermine et la misère, ce sont ces mêmes soldats qui ont donné à l'empereur les joyaux et les trésors des Incas. Ceux que la mort a épargnés aux colonies sont enterrés sans gloire dans leur patrie, comme des chiens galeux. Qu'importe en effet leur prouesse aux courtisans, qui sont prudemment restés embusqués au palais, où ils raflent adroitement les richesses que les autres ont conquises. Ces frelons deviennent adelatandos, gouverneurs des nouvelles provinces. Ils entassent l'or à plein sac et repoussent de l'assiette au beurre comme des intrus les coloniaux, soldats et officiers, lorsqu'après des années de privations et de sacrifices, ils ont commis la folie de rentrer dans leur pays. Avoir combattu à Cananore, à Malacca, et dans de multiples batailles, avoir 100 fois risqué sa vie et sa santé pour la victoire du Portugal, n'assure pas le moindre avancement à Magellan. Il ne doit qu'au fait providentiel d'être né noble et d'avoir appartenu autrefois à la maison du roi la faveur d'être réinscrit sur la liste des pensionnés, des indigents plutôt, au tout dernier rang, en qualité de mozzo fidalgo, pour une aumône de 1000 reis par mois. Un mois plus tard, sans doute à la suite de ces violentes récriminations, il monte légèrement en grade. Il est nommé Cavallero Fidalgo, avec un traitement de 1250 reis. Ce titre pompeux ne lui confère en réalité aucun droit, mais ne l'astreint, il est vrai, qu'à venir flâner dans l'antichambre royale. Un homme d'honneur et d'ambition n'acceptera pas longtemps d'être payé à ne rien faire, si misérable que soient ses émoluments. Il est donc normal que Magellan saisisse la première occasion venue, non certes la meilleure, de reprendre du service. Il doit attendre près d'un an. Mais l'été 1513, lorsque le roi Manoël prépare une expédition militaire contre le Maroc pour exterminer les pirates maures, le soldat des Indes se présente aussitôt. Magellan, qui a presque toujours combattu sur mer et est devenu un des navigateurs les plus habiles de son temps, n'est, dans la grande armée qu'on envoie à Azamor, qu'un officier subalterne. De même qu'aux Indes, son nom ne figure jamais en tête des rapports, bien qu'il soit constamment au premier rang dans les combats. Il est encore blessé, c'est la 3e fois déjà, dans un corps à corps. Un coup de lance dans le genou gauche atteint l'articulation, et sa jambe restera toujours à demi ankylosée. On ne garde pas au front un homme qui ne peut ni se mouvoir normalement, ni monter à cheval. Magellan aurait à présent le droit de retourner à l'arrière et de réclamer une pension élevée. Mais il persiste à rester à l'armée, à faire face au danger, son élément. On lui assigne, en compagnie d'un autre officier, la surveillance des innombrables troupeaux de chevaux et de bétail pris aux morts. Mais ici se produit un incident. Quelques douzaines de moutons s'échappent la nuit de leurs immenses enclos, et de méchantes langues accusent Magellan et son camarade d'avoir secrètement revendu une partie du butin aux morts, ou d'avoir, par négligence, permis aux animaux de s'évader de leur parc. Par une étrange coïncidence, l'accusation basse et calomnieuse portée contre Magellan, celle de prévarication envers l'État, est la même dont a souffert de la part des gens de l'office colonial portugais cette autre gloire du pays, Camoens. Ces deux hommes, qui pendant des années ont eu 1000 occasions de s'enrichir aux Indes lors des pillages et sont revenus pauvres comme Job de cet Eldorado, voient leur honneur entaché par le même soupçon infamant. Mais Magellan est fait d'un bois plus dur que le doux Camoens. Il ne songe nullement à subir l'interrogatoire de pareilles créatures, ni comme lui, une incarcération de plusieurs mois. Loin de tendre la joue à ses ennemis, à l'exemple du timide poète d'Élusiade, il décide tout bonnement de rentrer dans son pays. Et avant que personne ait osé l'accuser ouvertement, il s'embarque pour le Portugal. Le fait que Magellan, à peine arrivé à Lisbonne, demande audience au roi non pour se défendre, ni même pour se justifier, mais pour réclamer, avec une pleine conscience de son mérite, une occupation plus digne de lui et un meilleur traitement, prouve qu'il ne se sent pas le moins du monde coupable. Mais Manoël ne lui laisse pas le temps d'exposer sa requête.
Le roi vient d'être informé par le grand quartier général d'Afrique que cet officier insubordonné est parti du Maroc de sa propre autorité, sans avoir sollicité de permission. Il agit donc envers Magellan comme à l'égard d'un vulgaire déserteur. Il lui coupe la parole et lui intime d'un ton bref l'ordre de rejoindre sur-le-champ son poste en Afrique et de se mettre à la disposition du haut commandement. Par respect de la discipline, Magellan doit obéir. Il retourne à Azamor par le prochain bateau. Là, il n'est plus question d'enquête, ni d'accusation depuis longtemps. Personne n'ose inculper ce soldat chevronné qui, bientôt nanti de l'autorisation formelle de l'état-major de quitter l'armée en tout honneur, ainsi que de tous les documents qui attestent son innocence et ses mérites, revient une seconde fois à Lisbonne. On imagine avec quelle amertume au cœur. Il a été l'objet non de distinction mais de suspicion. Pour toute récompense, il n'a que ses blessures. Longtemps il s'est tu et est resté dans l'ombre. Mais aujourd'hui qu'il a 35 ans, ce n'est pas une aumône qu'il entend solliciter. Ce qu'il veut, c'est son droit. La sagesse conseillait cependant à Magellan de ne pas aller trouver le roi immédiatement après son retour, et de ne pas l'importuner des mêmes réclamations que naguère. Il eût été plus raisonnable de se tenir tranquille quelque temps, de se faire des alliés et des amis à la cour, de s'y renseigner et de s'y insinuer adroitement. Mais l'habileté et la souplesse ne furent jamais le fait de Magellan. Si peu que nous le connaissons, il demeure certain que ce petit homme effacé et taciturne ne possédait à aucun degré l'art de se faire aimer des grands, ni de ses inférieurs. Le roi, on ignore pour quelle raison, lui fut toute sa vie hostile, et son fidèle Pigafetta à lui-même doit convenir que les officiers le haïssaient cordialement. Il ne savait ni sourire, ni plaire, ni se rendre agréable. Il était en outre incapable d'exposer ses idées avec éloquence. Peu loquace, renfermé, retranché dans son isolement, cet éternel solitaire créait autour de lui une glaciale atmosphère de gêne et de méfiance. Ses camarades pressentaient inconsciemment dans son effacement silencieux une ambition d'une espèce particulière, imprécise, dont le but leur échappait, et qui leur semblait par là plus suspecte que celle de ceux qui briguaient ouvertement les honneurs. Ses petits yeux ronds et durs, profondément enfoncés dans leurs orbites, ses lèvres enfouies sous une barbe touffue, scellaient un mystère impénétrable. Et l'homme qui garde en lui un secret, qui a la force de le taire pendant des années, est toujours antipathique aux natures confiantes et communicatives. Dès le début, l'impénétrabilité de sa nature a suscité à Magellan des obstacles de tous les côtés. Il n'était pas facile de vivre avec lui, d'être pour lui. Et peut-être plus difficile encore pour ce tragique solitaire d'être ainsi seul avec lui-même. Cette fois encore, le cavallero fidalgo Fernão de Magalhães se rend sans protecteur ni introducteur, absolument seul, à l'audience royale, choisissant la voie franche et directe, la pire qui soit à la cour. Le roi Manuel le reçoit dans la même salle, assis peut-être sur le même trône du haut duquel son prédécesseur, João II, congédia jadis Colomb. La même scène historique se renouvelle à la même place. En effet, le petit Portugais trapu Rusto à la barbe noire qui s'incline aujourd'hui devant Manuel et qui sera congédié avec un égal dédain, roule dans sa tête des pensées non moins vastes que le Génois. Il est peut-être même supérieur en hardiesse, en décision et en expérience à son devancier. Personne n'a été témoin de ce qui s'est passé en cette heure capitale, mais les descriptions concordantes des chroniqueurs contemporains nous permettent de jeter un coup d'œil à distance dans la salle du trône. Magellan s'avance vers le roi en traînant la jambe et lui remet avec une révérence les documents qui détruisent irréfutablement l'injuste accusation dont il a été l'objet. Puis il formule sa première requête. Il prie le roi, en considération de ses blessures qui l'ont mis hors d'état de servir, d'augmenter sa moradia d'un demi-cruzado par mois, environ 6 francs de notre monnaie actuelle. La somme qu'il demande est dérisoire, et il ne semble pas que cet homme fier, ambitieux et rude ait plié le genou pour quémander une pareille aumône. Mais ce n'est pas d'une piécette d'argent d'un demi-cruzado que Magellan se préoccupe, mais de son rang, de son honneur. Dans cette cour où chacun joue des coudes pour écarter ses voisins, la hauteur de la moradia symbolise la dignité occupée par un gentilhomme dans la maison du roi.
Vétéran des campagnes des Indes et du Maroc, Magellan ne consent pas à céder le pas aux blancs-becs qui tendent à boire au roi ou ouvrent les portières des carrosses. Sa fierté lui interdit de se mettre en avant, mais elle lui défend aussi de se laisser devancer par de plus jeunes et de moins valeureux que lui. Manoël considère l'impatient visiteur en fronçant le sourcil. L'opulent monarque se soucie lui aussi fort peu d'une misérable piécette d'argent. Seul l'indispose les façons de cet homme qui, au lieu d'implorer, exige presque, qui n'attend pas que le roi lui accorde sa pension comme une grâce et s'obstine à revendiquer des droits imaginaires. Eh bien, que cet entêté apprenne à patienter et à quémander. Mal conseillé par sa colère, Manoël, que sa chance a fait surnommer El Fortunado, rejette la demande de Magellan, sans prévoir qu'avant peu, il payerait de milliers de ducats d'or l'économie de ce demi-cruzado. Magellan devrait se retirer. Le visage qui assombrit le front du souverain montre qu'il n'y a pas à espérer désormais qu'un rayon de grâce royale filtre vers lui. Mais au lieu de s'incliner et de quitter la salle, Magellan reste tranquillement devant le roi raidi dans son orgueil et expose sa seconde requête, qui est au fond l'essentiel de sa supplique. Le roi n'aurait-il pas, dans ses services, une situation, une occupation digne de lui ? Il se sent trop jeune et trop actif pour mener toute sa vie à la cour une existence inutile de pensionné, de mendiant. Tous les mois, toutes les semaines même, des navires partaient alors des ports du Portugal pour les Indes, l'Afrique et le Brésil. Rien ne serait plus naturel que de confier le commandement d'un de ces nombreux vaisseaux à un homme qui connaît mieux que quiconque les mers orientales. Depuis la mort de Vasco de Gama, il n'est personne dans cette ville, ni dans tout le royaume, qui puisse se flatter de surpasser Magellan en connaissances maritimes. Mais Manoël a peine à soutenir davantage ce regard impérieux. Il répond au navigateur par un froid refus, sans même lui laisser d'espoir pour l'avenir. Il n'a pas de place pour lui. La cause est entendue et jugée sans appel. Mais Magellan formule encore une troisième prière qui, à vrai dire, est tout simplement une question. Le roi s'oppose-t-il à ce qu'il prenne du service dans un pays étranger, où il espère trouver plus d'avancement ? Le roi lui accorde cette permission avec une indifférence offensante. On lui fait ainsi clairement comprendre que la cour du Portugal a renoncé à son concours, sous quelque forme que ce soit. On ignore si c'est réellement à cette occasion ou à une autre que Magellan soumit au roi son plan. Peut-être ne lui a-t-on pas laissé le temps de développer ses idées, peut-être les a-t-on froidement repoussées. En tout cas, il a prouvé une fois de plus, au cours de cette audience, sa volonté de continuer à se dévouer corps et âme au Portugal. Seul un refus brutal le pousse à la résolution que doit prendre en pareil cas, un jour ou l'autre, tout homme qui sent en lui l'âme d'un créateur. Dès l'instant où il quitte comme un mendiant et conduit le palais de son roi, Magellan est fixé sur ce qui lui reste à faire. Il a vu et appris tout ce qu'un soldat, tout ce qu'un marin doit savoir sur terre et sur mer. Il a doublé 4 fois le cap de Bonne-Espérance, 2 fois par l'ouest, 2 fois par l'est. Il a frôlé la mort en maintes occasions, il a été blessé 3 fois. Il a visité une foule de pays. Il connaît mieux la partie orientale du globe que les plus fameux géographes et cartographes de son temps. 10 années d'expérience l'ont formé à toutes les techniques militaires. Il s'entend à manier l'épée et l'arquebuse, la boussole et le gouvernail, à larguer la voile et à tirer le canon. Il sait lire et tracer un portulan, jeter la sonde aussi bien qu'un vieux pilote, et se servir des instruments de bord avec autant de précision qu'un maître de l'astrologie. Calmes plats interminables, cyclones de plusieurs jours, batailles navales et terrestres, pillages, guet-apens, naufrages, il connaît. Il a vécu tout cela. Au cours des 10 années qui viennent de s'écouler, il a appris à attendre pendant des centaines et des centaines de jours et de nuits sur des océans infinis et à agir au moment décisif avec la rapidité de l'éclair. Il s'est lié avec toutes sortes de gens, jaunes, blancs, noirs, hindous, nègres, malais, chinois, turcs. Il a servi son roi, son pays, de toutes les façons, sur l'eau et sur le continent, en toutes les saisons et sous tous les climats, au milieu des frimas et sous des cieux torrides. Mais servir est l'affaire de la jeunesse. Et à l'approche de la 36e année, Magellan trouve qu'il s'est assez longtemps sacrifié pour l'intérêt et la gloire des autres. Comme tous les créateurs, il aspire vers le milieu de l'existence,
à voler de ses propres ailes et à vivre pour lui-même. Sa patrie l'a abandonné. Il se retrouve dégagé donc de toute charge et de tout devoir envers elle. Tant mieux. Le voilà libre. Souvent, la main qui veut repousser un homme le rend en réalité à lui-même. Les résolutions prises par Magellan ne se manifestent jamais brutalement, avec précipitation. Si faible que soit la lumière projetée sur son caractère par les récits de ses contemporains, il est cependant une vertu qui apparaît nettement dans toutes les phases de sa vie, son étonnante discrétion. D'un naturel patient et peu bavard, réservé même dans le tumulte de l'armée, toujours il mûrit ses projets, regardant loin devant lui, supputant en silence toutes les chances de succès. Il n'expose jamais un plan aux autres, avant de l'avoir retourné dans sa tête, approfondi et rendu irréfutable. Cette fois encore, Magellan fait un merveilleux usage de l'art de se taire. Après le refus blessant du roi Manoël, un autre aurait sans doute quitté le pays sur le champ et fait carrément ses offres ailleurs. Lui, au contraire, reste encore, tranquillement, 1 an au Portugal, et tout le monde ignore à quoi il s'occupe. Il mène, en apparence, une vie très retirée. Tout au plus note-t-on, si tant est que cela puisse surprendre de la part d'un vieil Indien, que Magellan fréquente assidûment les pilotes et les capitaines, en particulier ceux qui ont navigué dans la mer du Sud. Mais de quoi les chasseurs aiment-ils mieux parler que de la chasse? De quoi les navigateurs s'entretiennent-ils plus volontiers que de la mer et des pays nouveaux? Le fait qu'il visite la Tesoraria, les archives privées du roi, et qu'il y consulte les cartes côtières, les portulans et les livres de Locke des dernières expéditions au Brésil qu'on y conserve dans le plus grand mystère, ne peut pas non plus éveiller les soupçons. Comment un officier désœuvré emploierait-il ses loisirs autrement qu'en étudiant les recueils et les récits concernant les continents et les mers explorés depuis peu? Plus surprenante serait plutôt la nouvelle amitié qu'il contracte. En effet, Rui Falero, celui avec qui il se lie de plus en plus étroitement, intellectuel impulsif, prime-sautier, nerveux, emporté, semble, avec sa terrible suada, son caractère orgueilleux et querelleur, convenir aussi peu que possible à ce marin taciturne, ce soldat impassible, impénétrable. Mais les talents de ces 2 hommes devenus inséparables réalisent, justement en raison de leur opposition, une certaine harmonie, fatalement éphémère. De même que Magellan se passionne pour les aventures sur mer et l'investigation pratique du monde matériel, Falero s'exalte pour la connaissance abstraite du ciel et de la terre. Théoricien, homme de cabinet, n'ayant jamais mis le pied sur un bateau ni quitté le Portugal, il ne connaît les routes lointaines du ciel et de la terre que par les calculs, les livres, les tableaux et les cartes. Mais dans le domaine de l'abstrait, comme cartographe et comme astronome, il passe pour la plus haute autorité de son pays. Il ne sait pas tendre une voile, mais il a inventé un système de méridiens qui englobe toute la sphère terrestre et qui rendra les plus grands services à Magellan au cours de son périple. Il ne sait pas tenir la barre, mais les cartes marines, les portulans, les astrolabes et les autres instruments qu'il a créés semblent avoir été les meilleurs auxiliaires nautiques de son temps. Le contact d'un tel érudit peut être d'un intérêt considérable pour Magellan, praticien idéal dont la guerre et l'aventure furent les seules universités, et qui ne connaît de la géographie et de la cosmographie que ce qu'il en a appris au cours de ses voyages. Justement, parce que tout à fait opposés par leurs dons et leurs goûts, ces 2 hommes se complètent admirablement, comme font toujours le combinatoire et l'expérimental, l'idée et l'action, l'esprit et la matière. Une autre communauté, plus temporelle celle-là, apparaît encore dans cette liaison singulière. Ces 2 Portugais extraordinaires, chacun dans son genre, ont été profondément blessés dans leur amour-propre par leur souverain et entravés dans l'accomplissement de leur œuvre. Rui Falero ambitionne depuis des années la place d'astronome royal et, en vérité, personne au Portugal n'y aurait autant droit que lui. Toutefois, il semble qu'il ait indisposé la cour par son caractère, susceptible et coléreux, tout comme Magellan par sa silencieuse fierté. Ses ennemis le traitent de fou, et des rivaux malveillants, pour se débarrasser de lui par l'Inquisition, répandent même le bruit qu'il a recouru dans ses travaux à des forces surnaturelles, qu'il est en rapport avec le diable. Cette douloureuse pression de méfiance et de haine, qui pèse également sur les 2 hommes,
les a profondément unis. Falero étudie les communications et les projets de son ami et lui en donne le schéma scientifique. Ces calculs confirment ce que Magellan avait pressenti avec son seul instinct. Et plus le théoricien et le praticien comparent leurs observations, plus leur plan se dessine avec netteté et précision. Tous deux s'engagent, sur l'honneur, à ne révéler leurs secrets à personne avant l'heure décisive de la réalisation et à effectuer au besoin sans l'aide de leur patrie, voire à son détriment, un exploit qui n'appartiendra pas seulement à un pays, mais à l'humanité entière. On peut se demander à présent quel est ce plan mystérieux que Magellan et Falero, à l'ombre du palais royal de Lisbonne, discutent secrètement comme des conspirateurs. Qu'a-t-il de si précieux qu'ils s'engagent par serment à garder le secret le plus absolu, et de si dangereux qu'ils le tiennent caché comme une arme empoisonnée? La réponse paraît au premier abord assez décevante, car ce plan n'est autre que l'idée que Magellan a rapportée des Indes, et à laquelle il a été encouragé par son ami Serrao, à savoir atteindre les îles des Épices, non pas comme le faisaient les Portugais, par la route de l'Est qui contourne l'Afrique, mais par l'Ouest, en contournant l'Amérique. En soi, il ne représente rien de nouveau. On sait que ce n'est pas pour découvrir l'Amérique, dont personne alors ne soupçonnait l'existence, que Colomb entreprit son célèbre voyage, mais pour atteindre les Indes. Et lorsqu'en fin de compte tout le monde comprit l'erreur qu'il avait commise, lui-même ne l'a jamais reconnu et a soutenu jusqu'à sa mort qu'il avait abordé dans une province du Grand Khan de Chine, l'Espagne ne renonça nullement, à cause de cette découverte fortuite, au voyage des Indes, car la joie du début avait été suivie bientôt d'une grave déception. En effet, l'affirmation de Christophe Colomb, selon laquelle à Saint-Domingue, à Hispaniola, l'or se trouvait à fleur de terre, s'était révélée comme une pure galéjade. On n'avait trouvé ni or, ni épices, et même pas d'esclaves. Avant le pillage des trésors des Incas par Pizarro, avant la fouille des mines d'argent de Potosi, la découverte de l'Amérique ne signifiait rien du point de vue commercial. Les Castillans se souciaient beaucoup moins de coloniser l'Amérique que de la contourner le plus vite possible, pour atteindre le paradis de l'or et des épices avant les Portugais. Sur l'ordre de la couronne, on poursuit sans cesse les tentatives en vue d'arriver à ce résultat. Une expédition suit l'autre, mais bientôt, dans leur recherche d'une voie maritime conduisant aux Indes, les Espagnols connaissent la même déception qu'auparavant les Portugais avec l'Afrique. Car ce nouveau continent, l'Amérique, s'avère lui aussi bien plus étendu qu'on ne le supposait tout d'abord. Partout, que ce soit au sud ou au nord, où ils tentent de passer dans l'océan Indien, ils se heurtent à une barrière infranchissable. L'un après l'autre, tous les grands conquistadors cherchent en vain une issue. À son 4e voyage, Christophe Colomb se dirige vers l'ouest pour retourner par les Indes et se heurte à la même barrière. L'expédition à laquelle prend part Améric Vespucci explore en vain la côte de l'Amérique du Sud pour atteindre les îles des Épices, les Moluques. Dans sa 4e relation, Cortés promet expressément à l'empereur Charles de chercher le passage à Panama. Cortés et Cabo remonte jusqu'à l'océan glacial pour essayer de le trouver au nord, Juan de Solís, le Rio de la Plata, dans l'espoir de le rencontrer au sud en vain, partout, dans les régions glaciales comme dans les zones tropicales. Le même rempart de pierre et de terre se dresse devant eux. Déjà, on est sur le point de perdre tout espoir d'atteindre par l'océan Atlantique cet autre océan que Núñez de Balboa a aperçu des hauteurs de Panama. Déjà, les cosmographes dessinent sur leur carte l'Amérique du Sud touchant au pôle Antarctique. Déjà, d'innombrables navires ont échoué dans cette recherche vaine. Déjà, l'Espagne s'est résignée à rester définitivement coupée des régions baignées par l'océan Indien, parce qu'on ne peut trouver nulle part la voie qui y conduit. Et voilà que soudain, ce petit capitaine inconnu, Magellan, se lève et déclare avec une assurance absolue « Il existe un passage conduisant de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Je le connais. Je sais l'endroit exact où il se trouve. Donnez-moi une flotte et je vous le montrerai. Et je ferai le tour de la Terre en allant de l'Est à l'Ouest. » Ici, nous nous trouvons devant le véritable secret de Magellan, qui occupe depuis des siècles savants et psychologues. En soi, nous venons de le montrer, son projet n'était nullement quelque chose de nouveau.
Ce qu'il y a là de nouveau, c'est l'assurance avec laquelle Magellan affirme l'existence d'une route maritime vers l'ouest. Car il ne se contente pas de dire modestement comme les autres « j'espère trouver quelque part cette route ». Non, il déclare avec énergie qu'il sait où elle se tient. Mais comment Magellan peut-il savoir où se trouve ce passage, qu'ont cherché en vain tous les autres navigateurs? Au cours de ses précédents voyages, il n'a jamais approché la côte américaine, pas plus d'ailleurs que son associé Valero. S'il affirme par conséquent avec une telle assurance que cette route existe, il ne peut certes l'avoir appris que par quelqu'un qui l'a vu de ses propres yeux. Mais si quelqu'un l'a vu avant lui, il n'est plus dès lors le glorieux navigateur que l'histoire honore. Il est tout simplement le profiteur d'un exploit dont le mérite revient à un autre. Le nom de Magellan, donné au détroit soi-disant découvert par lui, ne serait pas plus justifié que celui d'Amérique, donné au continent découvert par Christophe Colomb. Par qui, en vérité, a-t-il appris l'existence d'un passage reliant les deux océans? Et d'où vient qu'il se fait fort, avec une telle conviction, de réaliser ce qu'on croyait jusqu'alors impossible, à savoir faire le tour de la Terre au cours d'une seule navigation? La première indication concernant les renseignements grâce auxquels Magellan se croyait sûr de son affaire, nous la devons à Antonio Pigafetta, son compagnon et biographe, qui écrit que, même lorsque l'entrée du passage se trouvait déjà sous leurs yeux, personne dans toute la flotte ne croyait à son existence, sauf Magellan, et cela grâce à une carte du fameux cosmographe Martin Benaim, qu'il avait retrouvée en son temps dans les archives secrètes du roi du Portugal. Cette indication de Pigafetta est en soi tout à fait plausible, car d'une part Martin Benaim a été effectivement jusqu'à sa mort en 1507 cartographe à la cour du roi du Portugal, et d'autre part nous savons que Magellan avait pu obtenir la permission de consulter ses archives. Mais Benaim n'avait participé lui-même à aucune expédition. Il ne pouvait donc avoir reçu que d'un autre la nouvelle de l'existence du passage. Lui aussi doit avoir eu des devanciers. Et qui étaient donc ces devanciers? D'autres navigateurs portugais auraient-ils atteint la route avant la confection des cartes de Martin Benaim? La chose est probable, car des documents officiels constatent qu'au début du siècle, plusieurs expéditions portugaises, l'une accompagnée par Améric Vespucci, ont exploré les côtes du Brésil, et peut-être même de l'Argentine. Elles seules, par conséquent, pouvaient avoir vu le Passo. Mais nouvelle question, jusqu'où étaient arrivées ces expéditions? Étaient-elles vraiment parvenues jusqu'au passage, à la route appelée aujourd'hui détroit de Magellan? Pour appuyer l'affirmation selon laquelle d'autres navigateurs ont connu avant Magellan l'existence d'un Passo, on ne posséda longtemps que l'indication de Pigafetta et un globe de Johann Schonner, qui existe encore aujourd'hui et qui montre, dès 1515, c'est-à-dire longtemps avant le voyage de Magellan, un passage vers le sud, d'ailleurs à un endroit tout à fait inexact. Mais cela n'indiquait nullement de qui Martin Benaim et le professeur allemand avaient reçu leur information. Car, à cette époque de découverte, chaque nation veillait jalousement à ce que les résultats des expéditions organisées par elle restassent strictement secrets. Les livres de bord des pilotes, les indications des capitaines, les cartes et les portulans étaient sévèrement cachés à la Tesoraria de Lisbonne. Et par son édit du 13 novembre 1504, le roi Manoel interdisait, sous peine de mort, de fournir aucun renseignement sur la navigation au-delà du Congo, afin que des étrangers ne puissent tirer profit des découvertes faites par le Portugal. Déjà, la question de la priorité paraissait avoir disparu comme vaine, lorsqu'une trouvaille inattendue montra ou parut montrer à qui Benaim et Schonner, et finalement Magellan, devaient leur connaissance géographique. Il s'agit d'une espèce de tract en allemand imprimé sur du mauvais papier et intitulé Copia der Neuen Zeitung aus Presidland. Ce tract n'est autre chose qu'un avis rédigé au début du siècle par un quelconque commissionnaire installé au Portugal et adressé à une grande maison de commerce d'Augsbourg, celle de Wetzlar. Il est dit, dans une langue effroyable, qu'un navire portugais a rencontré et contourné vers le 40e degré de latitude un cap, derrière lequel s'ouvrait de l'est à l'ouest un large détroit, semblable à celui de Gibraltar, qui conduisait à d'autres mers, de telle sorte qu'il était facile d'atteindre par cette voie les Moluques, les îles des Épices. Cet avis affirmait par conséquent que l'océan Atlantique et l'océan Indien étaient reliés l'un à l'autre, ce qu'il fallait démontrer. Ainsi, l'énigme paraissait être enfin résolue,
et Magellan convaincu d'avoir utilisé une découverte faite par un autre. Car, bien entendu, il devait avoir connu, au moins aussi bien que ce commissionnaire anonyme et les géographes allemands, les résultats de cette expédition portugaise. Tout son mérite eut donc consisté à faire connaître à l'humanité un secret jusqu'alors bien gardé. Habileté, promptitude et manque de scrupules dans l'utilisation des résultats obtenus par d'autres eussent été tout le secret de Magellan. Mais différente est la réalité. Nous savons aujourd'hui d'une façon précise ce que Magellan ignorait alors. Ces marins de l'expédition à laquelle nous venons de faire allusion ne sont pas en réalité parvenus au fameux détroit, et leur rapport, auquel Magellan, tout comme avant lui Martin Benaïm et Johann Schoner, accordèrent une foi absolue, était fondé sur un malentendu, une erreur. Car, et nous touchons ici à la solution du problème, qu'ont-ils vu au 40e degré de latitude? Que dit en fait le rapport de la Neue Zeitung? Rien d'autre que ceci. Les marins ont découvert à cet endroit un golfe, à l'intérieur duquel ils se sont avancés pendant 2 jours, sans en apercevoir le fond, et avant d'en trouver la sortie, ils ont été rejetés en arrière par une violente tempête. Ils n'ont vu, par conséquent, rien d'autre que l'entrée d'une route maritime, dont ils ont supposé, rien que supposé, qu'elle était le canal tant recherché conduisant à la mer du Sud. Mais le passage véritable, nous le savons depuis Magellan, se trouve près du 52e degré de latitude. Que pouvaient donc avoir vu ces navigateurs inconnus à proximité du 40e degré? Il nous est donné de le supposer, car celui qui aperçoit pour la première fois l'immense étendue d'eau que représente l'embouchure du Rio de la Plata peut comprendre que ce ne fut pas par suite d'une erreur fortuite, mais d'une erreur presque inévitable, qu'on prit tout d'abord cette embouchure pour une mer. Il était tout naturel que ces marins, qui n'avaient jamais vu de fleuve aux dimensions si formidables en Europe, eussent, devant cette vaste nappe d'eau, cru de bonne foi qu'il s'agissait de la route si longtemps recherchée de la mer du Sud. Que ces pilotes, sur le témoignage duquel s'appuie la Neue Zeitung, ont confondu en fait le fleuve géant avec un détroit, c'est ce que prouvent d'ailleurs les cartes dessinées ultérieurement d'après leurs indications. Car, s'ils étaient descendus plus bas que le Rio de la Plata et avaient trouvé le fameux détroit, le Passo, ils auraient dû faire figurer sur leur portulan et Schoner sur son globe le Rio de la Plata, mais pas plus sur le globe de Schoner que sur les autres cartes de l'époque, nous ne le voyons mentionné. À sa place, et au même degré de latitude, on trouve indiqué le Passo, qui conduisait soi-disant à l'océan Indien. Ainsi, la question est parfaitement élucidée. Les témoignages sur lesquels s'appuyait la Neue Zeitung étaient erronés. Les pilotes portugais ont été victimes d'une confusion évidente et d'ailleurs tout à fait compréhensible. De son côté, Magellan a agi d'une façon incorrecte en affirmant qu'il avait en sa possession des preuves authentiques de l'existence d'un Passo. En élaborant, sur la base de rapports inexacts, son plan grandiose de circumnavigation de la Terre, il n'a fait que reprendre à son compte l'erreur d'autrui. Une erreur acceptée de bonne foi, tel fut en définitive le secret du grand navigateur. Mais on aurait tort d'en rire. Quand elle est touchée par le génie et conduite par le hasard, une folle erreur peut donner naissance à la plus haute vérité. C'est par centaines qu'on compte les inventions qui, dans tous les domaines de la science, sont sorties de fausses hypothèses. Jamais Christophe Colomb ne se serait lancé dans l'inconnu sans la carte de Toscanelli, qui évaluait d'une façon absurde les dimensions de la Terre et lui fit croire qu'il pouvait aborder en un temps très court sur la côte orientale de l'Inde. Jamais Magellan n'aurait pu amener un monarque à lui confier une flotte s'il n'avait ajouté foi aux indications portées sur la carte de Martin Benaïm et aux rapports fantaisistes des pilotes portugais. Ce n'est que parce qu'il a cru détenir un secret que Magellan a pu résoudre le grand secret géographique de son époque. Ce n'est que parce qu'il s'est donné de toute son âme à une erreur périssable qu'il a réussi à découvrir une vérité impérissable.